quand j'évoquais cette notion de stratégie, c'est de dire, ok, on fait du marketing automation, pourquoi? Dans le cas de Amazon, c'était quoi l'objectif en fait? Donc nous, on est parti d'un constat, c'est que on avait très peu de leads entrants. Notre site internet, en fait, c'était une vitrine. Et on avait peu de gens qui nous appelaient pour prendre contact. Donc on a une équipe commerciale, ils sont deux, et ils font de l'appel dans le dur. Donc ils vont sur LinkedIn ou alors ils vont regarder sur notre base de données, et puis ils appellent, et puis je pense 95% du temps, ils se prennent une porte. Et donc déjà, c'est pas très motivant, et puis on perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Deuxième constat, c'est qu'on a des concurrents. En France, on n'en a pas beaucoup. On a des concurrents américains, des Américains qui ne sont pas présents en France et qui arrivaient quand même à nous prendre des clients. Donc déjà, ça nous agaçait beaucoup. Troisième constat, c'est que on a changé d'habitude. Voilà, on disait aujourd'hui dans nos vies personnelles, voilà, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein, on fait 80% de notre cycle d'achat sur Internet. On veut s'acheter un appareil photo, on va se renseigner tout seul comme des grands, et puis ensuite on va aller l'acheter, quoi. Donc c'est pareil au niveau professionnel, on se renseigne, on fait comme des grands, et puis ensuite on appelle l'entreprise qui nous semble pouvoir répondre à notre métier. Et donc, mais comme les gens ne venaient pas, et en fait ils ne nous trouvent pas sur Internet, parce qu'on ne répondait pas à leurs besoins. Voilà, on avait un site vitrine, mais on n'avait nulle part où en fait on expliquait pourquoi la vidéo allait répondre à leurs besoins métiers. Et donc du coup, partant de ce constat, on s'est dit le marketing automation, l'inbound marketing peut être une bonne solution. Voilà. Et puis après, moi j'avais la chance d'avoir un patron justement qui était déjà convaincu par ça, puisque nos concurrents le faisaient déjà, et qu'on voyait que ça marchait, puisqu'on avait, en l'occurrence un indique chez un de nos concurrents et qui récupérait des contacts français, donc on était un peu agacés. Donc on voyait que ça marchait chez les autres, il n'y avait pas de raison que ça ne marche pas chez nous. Et puis voilà, on avait de la connaissance client qu'on n'exploitait pas. D'accord. Bon, je crois que tout le monde est venu pour tes résultats en fait. Alors, donc voilà. Sur les 4 premiers mois, ouais, parce qu'évidemment sur la landing page, là c'est comment on passe de 0 à 1000. Donc ils sont tous là pour toi aujourd'hui. Tu as fait le mariole, maintenant il va falloir que t'expliques. Ouais, non, mais... Comment tu as fait? Donc, bon déjà, comme tu le disais en introduction, alors j'ai pas suivi tout ce que tu as dit, et donc ça m'a donné d'ailleurs des idées pour continuer à faire les choses bien, mais j'avais déjà bien préparé en amont, c'est-à-dire que, comme je le disais, on avait déjà une bonne idée, on a une bonne connaissance client, donc on avait déjà une bonne idée de ligne éditoriale, de ce qu'on allait pouvoir raconter à nos clients, donc on avait une vraie stratégie de contenu qui était déjà là. Donc quand on a démarré, on savait tout de suite ce qu'on allait dire et comment on allait le dire. Ensuite, donc pour la création de contenu, voilà, en 4 mois, j'ai recruté une alternante qui rédigeait les articles de blog. Moi, je rédige les livres blancs et je fais des vidéos. On avait déjà aussi du contenu existant, mais il y avait 0 conversion parce que les contenus étaient disponibles comme ça. Et donc, en fait, on ne convertissait pas les visiteurs. Et donc, en fait, on n'a pas attendu que de l'inbound parce qu'effectivement mon patron n'est pas toujours très patient, donc il faut qu'on voit quand même des résultats rapidement. Voilà. Donc on a mixé ça entre outbound et inbound puisqu'on avait une base existante qui est peut-être pas encore totalement bien segmentée, j'ai encore un peu de travail là-dessus, mais on savait que en tout cas les mails, etc. étaient valides. Mais voilà, effectivement, est-ce qu'elle est bien segmentée? Ça, il y a encore du travail. Et donc du coup, mais cette base n'a été pas du tout exploitée, quoi. Donc en fait, on a décidé de réactiver cette base en parallèle de faire de l'inbound. Et donc les deux cumulés, en 4 mois, voilà, il y a eu 1233 personnes qui ont marqué de l'intérêt, donc qui ont obtenu, avec Plaisir, c'est un petit système de fusées, qui ont obtenu des scores entre 3 et 5 fusées. Donc ça a marqué de l'intérêt rapidement, en fait, les gens ont beaucoup interagi. De ces 1233, on en a extrait 260 qui étaient vraiment des gens qu'il fallait appeler très rapidement parce que c'est des gens qu'on ne connaissait pas et qui vraiment étaient, après recoupement avec LinkedIn, étaient des gens qui vraiment correspondaient parfaitement à notre cible. Et ensuite, on a mis en place, et là, ça aussi c'est important, on a mis en place un couplage entre l'équipe commerciale et marketing, c'est-à-dire qu'il y a une autre alternante, qui est là et qui fait le pont entre les leads qu'on a générés et l'équipe commerciale. Donc elle extrait ses contacts, elle voit avec les commerciaux, est-ce que ce sont des gens qui ont déjà été contactés? Oui, non. Est-ce que vous êtes en contact avec leur boss? Oui, non, etc. Et ensuite, elle va appeler et elle va s'assurer, avec le directeur commercial évidemment, que les commerciaux derrière vont vraiment exploiter ces leads parce que ça ne sert strictement à rien
de faire du trafic, ça sert strictement à rien de faire des leads si derrière il n'y a personne qui les utilise. Hein. Donc, voilà. Et donc ça a généré 61 rendez-vous pris et 49 potentiels, sachant que pour vous donner un ordre d'idée, nos commerciaux, ils ont pour objectif de faire 5 rendez-vous par semaine, 5 nouveaux rendez-vous par semaine. Et là, en fait, on leur générait 3 rendez-vous par semaine, juste avec plaisir. Donc pour eux, ils étaient super contents. Le danger, c'est qu'il ne faut pas croire, enfin, il ne faut pas qu'ils croient, eux, qu'ils doivent s'arrêter de bosser. C'est-à-dire que ça ne doit pas être 3 rendez-vous qui viennent remplacer les 5 qui prennent d'habitude, il faut que ça soit 3 rendez-vous en plus des 5 qu'ils doivent prendre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse de la croissance, il ne faut pas que Plaisir nous serve à maintenir le chiffre d'affaires, à remplacer effectivement leur call, il faut que ça complète. Et ça a généré 18 opportunités pour un total de 161 cas potentiels. Alors après, nous, on est sur des cycles de vente qui sont très longs. On ne signe pas du tout en 2-3 semaines. Hein. De toute façon, le ROI, on ne peut pas le mesurer tout de suite comme ça. On est plutôt sur des cycles de vente qui vont durer entre 5 mois et 1 an. Donc c'est parce que c'est sur des grosses affaires la plupart du temps. Donc voilà. Alors, la question qui vient juste après quand même, c'est... parce que ça, j'évoquais cette notion de choix du partenaire. Donc toi, tu as choisi Plaisir. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu de comment s'est fait ce choix-là? Parce que je pense qu'ici, il y a pas mal de monde qui se pose cette question de comment je choisis mon outil de marketing automation. Alors, moi, j'ai choisi Plaisir, voilà, vraiment, j'étais sur mon histoire de contenu. Je me disais que ce qui allait marcher, ce qui allait faire en sorte que les gens allaient venir chez nous, c'était parce que j'allais leur créer du contenu qui allait les intéresser. J'étais pas du tout dans une réflexion de je vais mettre en place des workflows et tout ça, parce que de toute façon, à 1,5, parce que c'est une alternante, elle est là à moitié du temps, à 1,5, je n'avais pas créé du contenu, plus m'occuper de mes clients, plus mettre en place des workflows que je vais mettre 6 mois à déployer, c'est impossible. Et donc du coup, quand j'ai commencé à discuter avec Plaisir, ils avaient une vision sur on part du contenu, on automatise les envois en fonction de l'étape de réflexion de la personne, et ensuite ça va se faire tout seul. Donc c'est vraiment pour cet aspect-là. Après, il y a aussi eu l'aspect proximité. Nous, on est une entreprise où on est très proche de nos clients, voilà, par mon poste, je suis tout le temps chez le client, et eux, en fait, ils ont la même chose. Et ça, c'était super important pour moi d'avoir une entreprise qui était à l'écoute de mes besoins et de mes étapes de réflexion, en fait, parce que je n'ai pas la science infuse. Et quand j'ai commencé à déployer, avoir quelqu'un en face qui est là et qui peut me challenger, qui peut me guider, m'écouter et me donner des conseils, ça, c'était super important. Donc, on était vraiment sur cet aspect création de contenu. Et voilà. Et puis après, ce que je n'avais pas dit aussi, c'est on s'était fixé comme objectif de créer le plus de contenu possible et d'être. Ce qui est important, je pense, c'est d'être régulier, quoi. D'être régulier et d'être récurrent, de créer beaucoup d'articles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous allez sur le Figaro ou sur Le Monde pour consulter l'actualité, c'est parce que tous les jours, vous savez qu'il y a de la nouveauté, quoi. Donc si dans votre blog, ce que j'en discutais avec des partenaires, on a d'autres partenaires, et ils me disaient, moi je crée un article par mois et je pense que ça suffit bien. Un article par mois, les gens ils vont pas revenir sur le blog s'il n'y a qu'un seul article par mois. Donc ce qu'il faut, c'est alimenter en permanence. Alors dans la mesure du possible, voilà, ça dépend de la quantité de personnes qu'on a dans l'équipe. Mais nous, on s'était dit au démarrage, il faut qu'on ait au moins 2 articles par semaine. On est, je pense, en moyenne plutôt à 1,5 aujourd'hui, un article et demi par semaine. Et dans l'idée, dans les objectifs initiaux, voilà, c'était de générer environ 300 leads dans l'année pour pouvoir obtenir le nombre de projets. Donc, mais au final, les leads, c'est pas une fin en soi, quoi. Les leads, c'est pas une fin en soi, c'est les euros qui vont arriver derrière qui seront le marqueur de la réussite. Et c'est la connaissance client, toujours pareil, quoi, qui fait que c'est la réussite de notre projet. Je pense c'est qu'on leur parle de choses qui les intéressent. Et ça, c'est important, cette notion de ROI, parce que ça, souvent, c'est quand même quand on doit justifier de la mise en place d'une solution, c'est et le ROI dans 3 mois, dans 6 mois, et finalement, quand on en a discuté, ce que tu me disais, c'est mais le ROI, il y a les euros, on est là, bien entendu, mais c'est surtout la connaissance client. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on voit souvent, c'est je veux faire des leads, on s'en fout. Enfin, c'est important, mais c'est pas le plus important, c'est, à mon sens, d'aller chercher ta connaissance client. Et pour moi, ça fait partie du succès de chez Ma Main d'Œuvre, c'est que finalement, vous avez aujourd'hui un
est-ce que tu dirais que tu as un niveau de connaissance client supérieur à il y a 4, 5, 6, 7 mois quand tu as commencé à te lancer? Ouais, parce qu'en plus, quand je parle avec mes clients, je suis beaucoup plus attentif à ça en fait. Ce que je vais pouvoir partager derrière avec mes autres clients comme expérience. Et un exemple très concret, je discutais, je faisais une formation chez un client et elle me dit c'est dommage dans votre formation, il manque un truc, c'est conseiller les gens sur la conception de leur présentation avant de s'enregistrer en vidéo. Et elle me disait je vais faire une formation pour mon équipe, dans mon entreprise, c'était Galeries Lafayette en l'occurrence, je vais faire une formation au sein de l'entreprise pour leur expliquer comment bien concevoir leur présentation. Est-ce que ça t'intéresse de venir? Carrément, quoi, carrément. Donc, du coup, j'y suis allé. Présentation de 2 heures où elle expliquait, elle, toutes ses bonnes pratiques pour faire sa présentation, le storytelling, le storyboard, etc. Mais derrière, j'ai fait, là, on a sorti une série de 4 articles avec des vidéos derrière pour pousser à tous nos clients. Et ça, je sais que tous nos clients, c'est quelque chose dont ils ont besoin parce qu'on leur vend une solution vidéo. C'est comme pour Plaisir, hein, ils nous vendent une solution, mais si je ne crée pas de contenu à mettre sur Plaisir, ça ne va pas vivre. Nous, notre solution vidéo, c'est pareil, on leur vend une solution vidéo, mais si derrière, ils ne font pas de vidéo pour les mettre dessus, ça ne sert strictement à rien. Donc il faut que je leur donne des tips pour qu'ils puissent créer du contenu de qualité régulièrement. Ouais, c'est facile à produire le contenu alors le contenu, est-ce que c'est facile à produire? Oui, au final, ça va assez vite parce que je sais de quoi parler. Donc en fait, pour moi, ce qui est compliqué quand on crée le contenu, c'est d'avoir des idées et ensuite d'avoir le temps, évidemment, pour les mettre en œuvre. Pour avoir les idées, comme je le disais, moi, c'est mes clients. La plupart du temps, c'est mes clients qui me donnent des idées. Et ensuite, je vais sur les salons des métiers. Donc je vais voir les salons qui se font dans la formation, les salons qui se font dans la com interne, je vais voir les salons qui se font dans l'IT. Et puis je regarde les thèmes des conférences. Et je dis, ok, le prochain salon com interne, ils ont parlé de com de crise, ils ont beaucoup accentué sur la com de crise avec les attentats, etc. Comment je pourrais raccrocher ça à ma techno? Donc du coup, je sais que les directeurs com interne, potentiellement, quand ils vont aller sur Google, ils vont essayer de trouver une réponse pour comment bien gérer ma communication de crise. Okay, c'est ça son problème à lui, il s'en fout de faire de la vidéo. Son problème à lui, c'est de gérer sa com de crise. Et donc du coup, je vais réfléchir et je vais dire, ok, je vais faire un article, je vais rédiger un article sur comment bien gérer sa com de crise avec la vidéo. Voilà. Et donc du coup, je rédige un article là-dessus et je sais que c'est un sujet qui va intéresser mon client et en même temps, je lui permets de raccrocher à ma techno. Voilà. Et donc il va avoir un joli call to action dans mon article pour qu'il donne ses coordonnées et voilà. Mais je suis parti de loin aussi, parce qu'on n'avait rien du tout. Et on avait, je sais pas, ça va peut-être paraître lunaire pour certains d'entre vous qui devaient générer beaucoup de leads, mais nous on n'avait rien, notre site c'était vitrine, donc on avait 3 leads par mois, peut-être qui arrivaient par le site. Maintenant j'en génère facile 10 par semaine sans rien faire. Donc le trafic il vient tout seul, voilà. Je pense que ça va maintenant grandir parce que grâce à notre blog, on a des influenceurs qui nous suivent, des influenceurs des métiers, donc dans le digital learning, dans la com interne, et ces gens-là retweetent. Et donc là, je le vois en plein mois d'août, j'étais en vacances, en plein mois d'août, il y a un jour, il y a un article que j'avais poussé sur les réseaux sociaux, parce que c'est programmé à l'avance. Il a été retweeté par le blog de la com interne, et bing, ce jour-là, j'ai 10 nouvelles personnes dont j'avais jamais entendu parler, qui ont téléchargé une ressource sur mon site. Donc boule de neige. Voilà. Au début, c'est avec Cloudbound, et puis maintenant, c'est boule de neige. On s'est fait référencer par les influenceurs, et du coup, ça avance, quoi. Alors, là, j'ai quand même une question semi-piège, mais parce que ça, on l'avait évoqué. Souvent, il y a pas mal de choses qui circulent sur le côté prédictif du business. Et la notion de, quand tu fais de l'inbound marketing, au bout d'un temps, tu peux prédire le revenu, tu peux prédire le nombre de leads. Ça fait rigoler Sylvain, là. Parce que chez Sun Tzu, je me souviens qu'un jour, Sylvain m'a dit, mais tu sais, il faut vraiment... je ne citerai pas le client, mais au moins que je puisse le citer, j'en sais rien. Chez certains clients, il faut 36 mois pour définir le ROI d'une campagne. C'est pas aussi simple que ça, donc est-ce que toi tu es capable maintenant, parce que là on parle des 4 premiers mois, mais ça fait un peu plus de 4 mois. Ouais. Ça fait, en fait on a démarré, on a acheté Plaisir fin janvier, on a démarré début mars. Donc voilà, là il y a juillet-août où on a eu un petit trou dans la raquette avec l'alternante qui a fini son truc. Donc voilà, sur la création de contenu, on a eu un petit trou, mais donc voilà, ça fait un peu plus. Tu es capable aujourd'hui de me dire ce qui va se passer en mars 2018 ? Non, je ne suis pas capable de dire ce qui va se passer exactement en mars 2018, mais là je vois bien que j'ai pris une dynamique
où le trafic se fait naturellement, où la génération de leads se fait naturellement, et surtout je vois les articles qui ont fait des flops, les articles qui ont marché, et du coup j'accentue plus sur des thématiques, des articles qui ont marché, sur la manière de les dire, la manière de les rédiger, et voilà, et donc je sais que potentiellement les prochains articles que je sors, ils ont un meilleur impact, parce que j'apprends de mes échecs, enfin des articles qui ont fait des flops, quoi. Voilà, tout simplement. Avant de passer sur les questions quand même, ce que nous raconte là Tanguy, évidemment, c'est une super belle histoire. Ça me va très bien, j'aimerais bien que ça se passe tout le temps comme ça. Pour moi, en tout cas, de mon point de vue, quand on en a discuté tous les deux, je te disais, il y a un truc qui fait que tu obtiens aussi ces résultats-là, c'est le fait que tu parles de la connaissance client. Tes Customer Success, on voit bien quand on discute avec toi qu'il y a vraiment cette notion de le client, qu'est-ce que je peux faire pour lui, comment je peux apprendre à le connaître. T'es derrière ton bureau, mais en tout cas, tu passes beaucoup de temps avec tes clients, et ça c'est un élément qui fait qu'on arrive à ces résultats-là. C'est pas l'inverse. C'est pas parce que je vais mettre en place la solution de marketing automation que d'un seul coup je vais avoir de la connaissance client. Ça aide, c'est le but du jeu, mais il faut vraiment avoir une culture au départ. Je t'avais demandé si ton boss il était OK, etc. Mais tu as déjà, toi en tant qu'intrapreneur, en fait, vu que tu es passé par pas mal d'aspects dans la société, finalement, il n'y a pas de silo chez toi. Il n'y a pas cette complexité parce qu'il y a un petit groupe d'individus qui fait plein de choses. Et ça, je pense que c'est quelque chose, toi qui peux le confirmer, qui favorise que la solution fonctionne et que tu obtiennes ces résultats. Ouais, complètement. Je pense que c'est. Enfin, voilà, moi, je pense que c'est ce que je disais dans le message que je donnais depuis tout à l'heure. C'est vraiment le fait d'avoir pu échanger avec tous mes clients, et puis même en interne, c'est le fait de pouvoir discuter avec tous les gens. Alors, on a la chance d'être une petite structure là-dessus, mais effectivement, moi, mes commerciaux, je peux parler avec eux tous les jours. Je parle avec eux tous les jours. Je fais plein de rendez-vous avec eux. Je suis tout le temps avec les développeurs aussi, donc les aspects techniques, je les comprends aussi. Et c'est ça qui me permet d'ajuster mon discours et de donner des exemples concrets qui vont parler à tout le monde, et non pas me planter et parler de technique à quelqu'un qui ne l'est pas. Voilà, ce qui est important. On va faire des questions. Ouais. Attends, vas-y, là-bas. Le message marche. Attention, Tanguy, question piège. C'est un bilan. Bonjour, donc, je m'appelle Marc, j'ai une agence de marketing justement. Et je me posais la question, comment tu passes de 23 articles de blog, 3 livres blancs, à 1233 leads. Tu as dit que tu faisais du ads, mais en fait, quel est ton investissement, ta stratégie, ton déploiement ads, sur combien de canaux tu as poussé en fait tout ça? Alors à chaque fois, au début, j'ai pas commencé en faisant les smart campaigns que propose Plaisy. Avec du recul, je pense que j'aurais dû commencer direct comme ça, mais bon, c'est pas grave. Donc je poussais le mail direct sur ma base de données aux cibles, évidemment. Chaque article que je fais, je le tag en fonction de l'intérêt de la personne. Donc si c'est quelqu'un de digital learning, si c'est quelqu'un de com interne, etc., je le tag. Je le push par mail comme ça. Ensuite, je fais une programmation d'envoi sur les réseaux sociaux qui est assez intensif, puisque je partage 4 fois, je crois, sur Twitter. Je partage 2 fois sur Facebook, même si c'est plutôt pour le fun qu'autre chose, parce que c'est pas par là que j'ai du business. Je partage sur LinkedIn. Et ça, l'article, il est poussé sur à peu près 5 mois. Donc, il est repoussé régulièrement sur 5 mois. Et ensuite, sur LinkedIn, et j'essaye sur Twitter aussi, je le pousse sur les groupes spécifiques qui parlent de la problématique métier. Donc, je me suis inscrit sur des groupes digital learning, etc. Je vais pousser mon article en essayant de faire en sorte que le propriétaire du groupe le repartage ou le commente. Après, on peut aller beaucoup plus loin, mais ça, il faut avoir du temps. Les réseaux sociaux, c'est quand même assez chronophage. Il faudrait engager la conversation, comme disait Roselito. Je l'ai fait 2-3 fois sur certains articles qui marchaient bien. On avait fait un article sur le PowerPoint est mort, vive le PowerPoint. Et voilà, alors le PowerPoint, c'est un sujet qui toujours anime les débats, c'est nul, c'est bien, enfin bref, ça anime les débats. Et donc là, typiquement, je sais qu'il y avait des discussions qui avaient été entamées sur LinkedIn. Donc j'ai fait une recherche sur LinkedIn sur cette thématique. Et ensuite, j'ai rebondi à des conversations avec ces personnes-là en disant oui, mais je pense qu'on pourrait effectivement aller plus loin que le PowerPoint, voilà la vidéo, etc. Et j'ai mis en lien mon article.
Ce genre de choses, ça marche bien, mais c'est très chronophage. Donc là, typiquement, la mission de la nouvelle alternante, qui est la plus de temps que la précédente, ça va être aussi ça va être de repérer les influenceurs et d'engager davantage la conversation sur les réseaux sociaux. Et maintenant, j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule. Avant, je faisais un push mail et maintenant, j'intègre mes mails dans une newsletter qui est automatique. Donc en fait, toutes les semaines, j'ai une newsletter qui part et elle part. En fait, chaque personne ne reçoit pas forcément la même newsletter. Ils reçoivent la newsletter en fonction de leur intérêt. Donc si j'ai poussé un article digital learning, automatiquement les gens qui sont marqués digital learning vont le recevoir. Si j'ai poussé un article IT, ça va pousser aux gens IT, etc. Et j'ai mis en place les campagnes intelligentes. Et donc là, je reprends les 3 étapes du cycle d'achat, découverte, évaluation, achat. J'écris des contenus qui correspondent à ces différentes étapes de réflexion du client. Découverte, c'est il se pose des questions sur sa problématique, il ne sait pas encore que la vidéo l'intéresse. La deuxième étape, c'est l'évaluation, c'est il commence à se dire effectivement la vidéo, ça peut être un super outil pour faire ça. Quelles sont les solutions qui existent sur le marché, quelles sont les fonctionnalités dont j'ai besoin. Donc là, je vais lui pousser des messages un peu plus précis sur notre techno. Et ensuite, achat, maintenant je suis prêt. Pourquoi je choisirais Momentum plutôt qu'autre chose? Et là, je lui pousse des success stories ou des choses comme ça. Et donc là, j'ai mis ça en mode campagne intelligente. Et donc, dès qu'une nouvelle personne arrive dans ma base, automatiquement, il reçoit des contenus liés à son intérêt et à son étape d'achat. Bonjour, donc Adeline, responsable marketing dans le groupe Aztec et anciennement Axon. Moi, j'ai déployé avec plaisir une stratégie de minimum marketing qui a pas mal de similitudes avec la tienne. Articles de blog, livre blanc, webinaire, vidéo aussi. Et en fait, avec le recul, je trouve que c'est pas toute la stratégie qui est difficile à monter. En tout cas, c'est pas le plus compliqué. C'est pas la connaissance client le plus insurmontable. Moi, ce qui m'a vraiment posé problème, c'est le département sales. Qui, face à la qualification de lead marketing, me répondait mais en fait, c'est pas des gens intéressés, ils font de la veille, c'est tout. Donc il n'y avait pas de coup de fil de passer, il n'y avait pas un univers finalement fédéré entre nous tous. Donc comment toi tu as réussi à convaincre ta direction d'embaucher ce fameux pont que tu évoquais tout à l'heure entre le marketing et les commerciaux? Comment toi tu as réussi à les sensibiliser? Parce que moi j'ai pas une grande entreprise non plus, c'est des copains, je parle avec eux, ils sont sympas, mais quand il faut passer des coups de fil au MQL, il n'y a plus personne. Donc comment on fait dans 5 cas comme ça? C'est compliqué quand les gens ne veulent pas faire leur travail. En fait, je dis pas que ça ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, moi je me disais, de manière totalement naïve, je vais leur apporter des leads, ils vont tous se jeter dessus comme des morts de faim, quoi. Je veux dire, et puis non. Non, vous n'êtes pas la seule, c'est déprimant, mais c'est comme ça. Donc effectivement, ce pont, il a été hyper important. Au début, en fait, cette fille, on l'avait recrutée plus pour faire de la prospection. Donc faire de la recherche LinkedIn et faire du phone, enfin de l'appel dans le vide. Donc pour essayer de prendre des rendez-vous aux commerciaux. Et il se trouve que son poste, en fait, on l'a ajusté. Et on a dit, ok, en fait, finalement, plutôt que de faire de la prospection dans le vide, c'est idiot. On a ça, donc elle ne va pas faire de la prospection dans le vide, elle va appeler ces gens-là. Et puis ensuite, elle prémâche le travail des commerciaux. Voilà, il faut prémâcher le travail. Et donc en gros, elle fait le tri pour eux. Et au début, on n'était pas très exigeant sur les scores. Donc en fait, dès que quelqu'un téléchargeait une ressource, ça partait tout de suite. On ne savait pas trop en fait au début comment calibrer, on ne savait pas si on aurait beaucoup de réactivité ou pas, donc on n'était pas très exigeant. Et puis maintenant, comme on a eu beaucoup de retours, maintenant on est exigeant. Donc pour obtenir un score un peu important, il faut avoir vraiment fait plusieurs actions. Et donc du coup, fatalement, je sais pas, les gens ils viennent pas par hasard sur le site de Momentum, quoi. Donc forcément, il y a un moment où quand ils ont téléchargé 3 ressources et ils regardé 4 vidéos, c'est pas possible, quoi. Enfin, soit les gens ils ont vraiment rien à faire dans leur métier, soit ils sont intéressants, quoi. Donc elle prémâche, elle requalifie par téléphone. Si la personne n'est pas prête, elle est en veille, elle le remet, en gros il reste dans la base et puis on va continuer à l'alimenter tranquillement. Et s'il a un projet, si elle voit que ça commence à être sérieux, elle monte une webconférence avec les commerciaux ou un rendez-vous physique en fonction du degré d'importance du lead, quoi. Voilà.
Tu disais en introduction que tu avais plusieurs personas, enfin, plusieurs clients types, et qu'il fallait adapter ton discours en fonction de qui était en face de toi. Donc la com, j'ai retenu la com et l'IT, deux mondes qui est diamétralement opposés. Et je vois que tu as pris 3 livres blancs. Et du coup, ma question c'est comment est-ce que tu as calibré en fait ton livre blanc? Est-ce que tu l'as calibré plutôt pour un profil en particulier? Si oui, lequel? Et deuxième partie de question, dans les leads que tu as récoltés, est-ce que le profil des personnes correspondait à celui que vous aviez imaginé? Enfin, est-ce que tu as pris des contenus pour un profil com et tu as eu des profils com ou pas? Ouais. Alors en fait, la distinction se fait vachement sur les articles. Et en fait, les articles poussent sur des livres blancs qui peuvent correspondre à plusieurs cibles. Alors en fait, comment je fais ça? Le premier guide qui est en phase de découverte, comme je ne peux pas rédiger 50 livres blancs, je ne suis pas non plus, voilà, le temps est quand même limité. Le premier livre blanc, en fait, j'ai fait un guide des usages de la vidéo. Et dans ce guide des usages de la vidéo, ça répond à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a tout un chapitre com interne, il y a tout un chapitre formation, il y a tout un chapitre IT, etc. Donc en fait, c'est un livre blanc qui est assez exhaustif, qui peut correspondre à tout le monde. Mais en revanche, cet article, pour arriver à ce livre blanc, je vais faire un article sur les usages de la vidéo dans le digital learning, qui va attirer les gens du digital learning, et puis ensuite ils vont télécharger le livre blanc. J'ai fait un article com interne qui s'adresse vraiment à la com interne, et ensuite ils vont télécharger le livre blanc, et ainsi de suite. Le deuxième livre blanc, il est aussi pour tout le monde, parce que je l'ai tourné d'une manière où, dans le mail, en fait, je ne l'aborde pas de la même manière. J'ai fait un mail pour l'IT et un mail pour les métiers, où j'ai dit, en fait, dans le deuxième livre blanc, j'aborde des aspects un petit peu plus techniques et un petit peu plus fonctionnels. Et donc je dis aux métiers, je leur dis pourquoi c'est important d'impliquer l'IT et comment convaincre votre IT, en gros, de déployer la vidéo. Parce que quand on déploie un logiciel en entreprise et surtout de la vidéo, il y a forcément un moment ou un autre où l'IT va devoir s'en mêler. Et nous, en fait, chez Momindum, on est hyper bon en technique, c'est une boîte d'ingénieurs, et donc on aime bien s'adresser à l'IT. Et donc en fait, plus on est mis dans la boucle avec l'IT tôt, mieux c'est, parce qu'on sait qu'après, derrière, ça va filer tout seul. Si on n'est pas mis en contact avec l'IT, on sait que derrière, on va avoir des problèmes, ça ne va pas marcher, il y a des trucs qui vont être bloqués, les logiciels vont pas se faire, enfin, c'est une galère. Donc du coup, on leur dit au métier, voilà, pourquoi et comment convaincre votre IT de déployer la vidéo chez vous. Et donc ce livre blanc, il va être téléchargé pour eux, et puis ça va leur servir de support pour échanger avec leur IT. Et ce livre blanc, il est aussi technique pour s'adresser à un IT, où un IT va pouvoir le récupérer directement et avoir toutes les fonctionnalités techniques de notre logiciel. Et le troisième livre blanc est plus global, c'est en gros les 10 commandements pour réussir le déploiement de ma plateforme vidéo en entreprise. Donc c'est vrai que c'est plus générique, quoi. On peut s'adresser à tout le monde, c'est sur le déploiement de la vidéo, donc ça marche pour tout le monde. Donc c'est vraiment sur les articles que je fais et donc oui, en fonction des articles, j'attire un métier plutôt qu'un autre. Parce que typiquement, un article digital learning sera retweeté par un influenceur digital learning, et un article com interne sera retweeté par un influenceur com interne. Bonjour, j'ai une petite question à propos de Momindum. Donc j'ai bien compris que c'est une solution tech pour ajouter de la vidéo dans un contexte fermé, mais vous faites aussi de l'accompagnement stratégique, conseil, ligne éditoriale auprès des entreprises pour lesquelles vous travaillez ou pas? Alors, on les aide, on leur crée pas leur contenu. Enfin, on a une équipe audiovisuelle qui peut filmer si nécessaire. On ne crée pas le contenu à leur place. En revanche, on va leur donner des techniques sur le storytelling, sur la manière de créer une présentation. On va leur donner des bonnes pratiques. Et après, dans l'accompagnement en prestat de service, en fait. Mais donc, vous avez cité un exemple des Galeries Lafayette, c'est ce qui me fait rebondir là-dessus. Vous allez jusqu'à quel niveau de... Je ne suis pas de leur métier. Je ne suis pas de leur entreprise, je ne connais pas leur monde. Donc ma mission, elle ne peut pas aller plus loin que... Enfin, je n'ai pas la connaissance de leur métier, donc je ne peux pas les aider là-dessus. On peut les aider sur quelles sont les bonnes pratiques pour créer sa vidéo, pour s'enregistrer, quelles sont les bonnes pratiques pour créer son PowerPoint, quelles sont les clés pour créer des présentations efficaces grâce au storytelling, etc. Mais je ne vais pas pouvoir créer leur contenu à leur place parce que je ne suis pas de leur activité, j'y connais rien. Galeries Lafayette, moi, j'y mets jamais les pieds, donc je ne peux pas... Voilà. Et j'ai une deuxième question. Est-ce que vous appliquez à vous-même ce prérequis d'utilisation de la vidéo dans vos formats de communication, prospection? Bien sûr.
En fait, sur notre site, on a une web TV. Et donc on a, je ne sais pas combien on a de vidéos dessus, mais on a plein de vidéos dessus que j'ai enregistrées avec ma petite trombine. Donc si, voilà, moi j'en peux plus de m'écouter, mais si vous allez sur le site, vous allez me voir. Et donc en fait, c'est notamment ça qui nous a permis de faire beaucoup de landing page et beaucoup de call to action rapidement, parce qu'en fait, rédiger les livres blancs, vous voyez, j'en ai rédigé que 3. Si j'avais que 3 call to actions qui mènent que vers ces livres blancs, je n'aurais pas converti autant. Alors que là, j'ai beaucoup de call to action qui emmènent vers les vidéos que j'avais déjà fait et que je continue à faire, bien sûr, qui sont, c'est notre activité. Donc, effectivement, on a un logiciel pour créer de la vidéo facilement, donc voilà, je l'utilise. Voilà. Vous allez boire un petit coup de champagne. Si on essaie de résumer un petit peu cette matinée, la question de départ c'était est-ce que le marketing automation c'est simple? Je crois que c'était la thématique. Donc je pense qu'on peut répondre que c'est simple. Dans l'absolu, c'est vrai, c'est simple. Ça n'a rien de compliqué. Je ne sais plus qui disait c'est simple mais c'est pas donné à tout le monde. C'est une joke pour quelqu'un. Si on essaie vraiment de ramasser le truc en se disant ok, le conseil, juste un conseil pour dire ok, si vous tous là vous mettez là maintenant marketing automation demain matin, qu'est-ce qui fait que ça va marcher? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas sur la face nord? Pour moi, bien connaître son client et créer des contenus qui vont lui aider à répondre à ses problèmes métiers. Voilà, vous ne parlez pas de votre produit, on s'en fiche de votre produit. Ce qui est intéressant, c'est comment on va répondre à son problème métier, voilà, son problème quotidien. Et donc après, créer du contenu en rapport avec ça pour générer du lead, répondre à leurs questions. En fait, quand on le fait, je pense que c'est surtout ça, il faut pas le faire en se disant je vais vendre mon produit, il faut le faire en disant je vais aider les gens, quoi. Je vais les aider à progresser dans leur métier. Et si vous essayez d'aider les gens à progresser dans leur métier, ils vont vous aimer, quoi, et ils vont avoir envie de travailler avec vous. Tu fais pas pour toi, tu fais pour l'autre.